Au cœur de Rio de Janeiro, où l'asphalte chaud côtoyait la terre battue et les maisons colorées blotties à flanc de collines, Elara Mendes est née. Sa favela, un labyrinthe de ruelles et de ruelles, était un univers à part entière, vibrant et plein de vie, mais aussi marqué par la pénurie et les difficultés quotidiennes. Dès son plus jeune âge, Elara était une fille aux grands yeux curieux, qui s'imprégnait du monde qui l'entourait avec une intensité rare. Sa mère, femme forte et d'une foi inébranlable, travaillait sans relâche à 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa grand-mère, Dona Aurora, était la gardienne des histoires. Assise sur la véranda, sous le soleil qui dorait la peau d'Elara, Dona Aurora tissait des histoires de rois et de reines africains, de héros et d'héroïnes qui défiaient le destin, éveillant chez sa petite fille une imagination débordante et un profond sentiment d'appartenance. Mais la vie d'Elara ne se résumait pas qu'à des contes de fées. Le monde extérieur, au-delà des frontières de la favela, était un lieu hostile, où sa couleur de peau et son adresse étaient perçues comme des marqueurs d'infériorité. À l'école, les regards suspicieux et les murmures malveillants étaient monnaie courante. Les préjugés raciaux et sociaux se manifestaient de manière subtile et brutale, du manque de fournitures scolaires adéquates à la façon dont elle était traitée par certains enseignants, qui semblaient douter de ses capacités avant même de lui donner sa chance. Elara ressentait le poids d'être une jeune fille noire dans un pays qui semblait souvent déterminé à l'effacer. Les récréations dans la cour de récréation étaient interrompues par des surnoms cruels, et le sentiment de ne pas appartenir à un endroit, même à son propre pays, était un lourd fardeau pour une enfant. C'est au milieu de cette dure réalité qu'Elara trouva un refuge inattendu, le cinéma. Ce n'était pas une salle luxueuse avec des fauteuils moelleux et du pop-corn beurré, mais plutôt un petit espace improvisé dans la copropriété, avec une vieille télévision et des chaises en plastique. Là, le samedi après-midi, elle se perdait dans des mondes lointains, dans des histoires d'amour, d'aventure et de dépassement de soi. L'écran, même petit et quelque peu flou, était une fenêtre ouverte sur un univers de possibilités. Elle voyait des actrices qui, par la puissance de leurs interprétations, pouvaient transporter le public vers d'autres réalités, éveiller des émotions et le faire réfléchir. C'est là, dans ce coin humble, que le rêve commença à éclore. Elara ne voulait pas seulement regarder, elle voulait participer à cette magie, elle voulait être l'une de ces femmes qui, par leur art, pouvaient toucher les âmes. L'Oscar, pour elle, n'était pas qu'une statuette en or, c'était le symbole ultime de la reconnaissance, la preuve que sa voix, son histoire, comptait. Pourtant, chaque fois qu'elle partageait son rêve, la réponse était presque toujours la même, un sourire condescendant, un regard de pitié, ou un « ce n'est pas pour les gens comme nous », Elara. La dure réalité contrastait brutalement avec ses rêves grandioses. Beaucoup la voyaient comme une rêveuse aveuglée, une jeune fille qui ne comprenait pas les limites de son propre monde. Mais au fond d'elle-même, Elara savait qu'il y avait quelque chose de plus. Une force tranquille, nourrie par les récits de sa grand-mère et la magie du cinéma, la poussait à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait être l'exception à la règle. La route serait longue et ardue, mais la graine d'un Oscar était déjà plantée en elle, attendant le moment propice pour éclore. La fascination d'Elara pour le cinéma, autrefois un secret bien gardé, commença à se répandre dans le monde réel. À 12 ans, une annonce affichée sur le panneau d'affichage de l'Association des résidents attira son attention, groupe de théâtre communautaire cours gratuit pour les jeunes. Il s'agissait d'une initiative modeste, portée par un homme aux cheveux gris et au regard bienveillant, Monsieur Benedito, un acteur à la retraite qui se consacrait à la promotion des talents dans la favela. Le cœur battant d'impatience, mêlé d'espoir et de peur, Elara s'inscrivit. Le premier jour, elle se sentit dépaysée, intimidée par les voix plus extraverties et l'aisance apparente avec laquelle les autres jeunes s'exprimaient. Mais lorsque Monsieur Benedito demanda à chacun d'eux d'improviser une scène simple, quelque chose s'alluma en elle. Elle se transforma. La jeune fille timide et réservée laissa place à un personnage vibrant, plein d'émotions et de vérité. Monsieur Benedito, fort de sa vaste expérience, reconnut immédiatement le talent brut et la passion ardente d'Elara. Sous la tutelle de Monsieur Benedito, Elara s'épanouit. Il devint plus qu'un professeur, il fut un mentor, un confident, une figure paternelle qui l'encouragea à explorer les profondeurs de son âme. Lors de cours improvisés dans la petite salle de l'association, Elara apprit non seulement des techniques d'interprétation, projection vocale, langage corporel, développement des personnages, mais aussi de précieuses leçons sur la discipline, la résilience et l'importance d'une narration authentique.
Elle savoura chaque mot, chaque conseil, chaque critique constructive. Le théâtre devint son nouveau refuge, un lieu où elle pouvait canaliser ses frustrations, célébrer ses joies, et surtout, être elle-même, sans masque ni peur. Elle excella, malgré les ressources limitées, costumes improvisés, décors peints à la main et une scène qui n'était rien d'autre qu'une estrade en bois. À chaque représentation, aussi petite soit-elle, la certitude d'avoir trouvé sa voie se consolidait. Cependant, la passion d'Elara pour le théâtre se heurtait aux attentes de sa famille. Sa mère, bien que fière de l'étincelle dans les yeux de sa fille, craignait que son rêve de devenir actrice ne soit qu'une illusion dans un monde déjà difficile. « Elara, tu dois penser à ton avenir. Un vrai travail, un travail qui te rassure, » disait-elle d'une voix nouée d'inquiétude. La pression pour trouver un emploi qui contribuerait à subvenir aux besoins de la famille était constante. Elara, avec son sens inné des responsabilités, partageait son temps entre études, répétitions et petits boulots informels, vente de confiseries dans la rue, aide aux foires et ménages. Elle arrivait souvent épuisée aux répétitions, mais l'énergie de la scène et sa passion pour l'art la revigoraient. Elle devait concilier le travail acharné pour subvenir aux besoins de sa famille avec la poursuite incessante de son rêve, un délicat exercice entre réalité et ambition. Monsieur Benedito, conscient du dilemme de son élève, lui rappelait toujours « L'art, Elara, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais la vie aussi. Trouve l'équilibre, et ton art n'en sera que plus fort. » Ainsi, Elara, avec la sagesse d'une jeune femme et la détermination d'une artiste, continua ses premiers pas, conciliant les difficultés de la vie avec la flamme inextinguible de sa passion. L'Oscar, qui lui avait autrefois semblé un rêve lointain et inaccessible, était désormais une étoile filante, un phare qui la poussait en avant, même lorsque le chemin semblait incertain. À 17 ans, Elara franchit un pas audacieux qui allait changer le cours de sa vie. Grâce à l'aide de Monsieur Benedito, qui lui lia des contacts et lui écrivit des lettres de recommandation, elle obtint une bourse pour une école de théâtre réputée du centre-ville de Rio de Janeiro. C'était l'opportunité dont elle rêvait, mais aussi un plongeon dans un monde totalement nouveau, et à bien des égards plus exigeant que la favela. Le contraste était saisissant, les couloirs larges et silencieux de l'école, les salles de classe équipées de technologies de pointe, et des camarades issus de familles aisées aux accents et aux références culturelles qui lui étaient étrangers. Elara se sentait comme un poisson hors de l'eau, une intruse dans un monde qui ne semblait pas fait pour elle. Les préjugés, autrefois explicites et directs, se manifestaient désormais de manière plus subtile, mais tout aussi douloureuse. Ils se manifestaient dans les regards étonnés lorsqu'elle faisait preuve d'intelligence, dans les questions condescendantes sur son origine, dans la façon dont ses camarades l'excluaient des conversations sur les voyages internationaux ou les pièces de Broadway qu'elle n'avait jamais vues. Elle peinait à s'intégrer, se sentant constamment marginalisée et sous-estimée. La concurrence était rude, et la pression de faire ses preuves immense. Chaque cours, chaque répétition, était une lutte pour surmonter non seulement ses propres insécurités, mais aussi les attentes restrictives des autres. Elle étudiait jour et nuit, compensant son manque d'expérience par un dévouement acharné, déterminée à ne laisser personne douter de sa place. Un jour, lors d'un cours de théâtre, le célèbre professeur, un homme à la voix imposante et à la réputation intouchable, l'humilia publiquement. « Elara, ton talent est indéniable, mais tu n'as pas le profil pour les premiers rôles. Ton expérience, ton esthétique, ne correspondent pas aux standards du théâtre classique. Tu devrais peut-être envisager quelque chose de plus traditionnel. » Ces mots, prononcés avec une froideur calculée, frappèrent Elara comme un coup de massue. Profil était un euphémisme pour sa couleur de peau, ses origines, tout ce qui la rendait unique. À cet instant, son monde sembla s'effondrer. Les larmes coulaient, brûlantes et incontrôlables, et l'envie d'abandonner, de tout abandonner et de retourner à la sécurité de sa favela était presque irrésistible. Elle s'enferma dans la salle de bain, sanglotant, sentant le poids d'années de lutte et de sacrifice se transformer en une douleur insupportable. Mais, au cœur de son désespoir, la voix de sa grand-mère, Donna Aurora, résonna dans son esprit. « Ma fille, la force réside dans ce que tu es, pas dans ce que les autres veulent que tu sois. » Et les mots de Monsieur Benedito, « Ton art sera encore plus fort si tu es sincère », la réconfortèrent. Elara essuya ses larmes, regarda son reflet dans le miroir et vit non pas une victime, mais une guerrière. Elle ne laisserait pas la vision limitée d'un homme définir son destin. Elle n'avait pas le « profil » qu'il recherchait.
Tant mieux. Elle créerait le sien. Elle utiliserait son expérience, son esthétique, sa voix pour raconter des histoires qui méritaient d'être racontées. L'humiliation se transforma en carburant, la douleur en détermination. Et Lara retourna en classe la tête haute, le regard ardent. Elle savait que le chemin serait encore plus difficile, mais elle avait désormais une certitude inébranlable, elle n'était pas là pour s'intégrer, mais pour redéfinir le possible. L'Oscar, autrefois un rêve lointain, était devenu le symbole de sa résilience, la promesse qu'elle survivrait, mais triompherait, à sa manière. Les années suivantes furent un tourbillon de travail acharné et de petites victoires. Et Lara, désormais diplômée d'une école d'art dramatique, commença à se frayer un chemin sur la scène artistique de Rio. Elle décrocha de petits rôles dans des pièces indépendantes, des publicités à petit budget et des apparitions dans des feuilletons. Chaque opportunité, aussi petite soit-elle, fut saisie avec la même passion et le même dévouement qui l'animait depuis la favela. Sa présence sur scène et à l'écran, aussi brève fut-elle, ne passa jamais inaperçue. Il y avait quelque chose dans son regard, une profondeur et une vérité, qui captivaient les publics et les réalisateurs les plus attentifs. Lentement mais sûrement, sa carrière prit son envol. Cependant, son ascension s'accompagna d'une nouvelle série de défis et de préjugés, plus sophistiqués et insidieux que ceux auxquels elle avait été confrontée durant son enfance et son adolescence. L'industrie du divertissement, tout en se présentant comme un bastion de la diversité, reléguait souvent les artistes noirs à des rôles stéréotypés. On demandait constamment à Lara d'incarner des domestiques, des mères en souffrance dans des quartiers défavorisés, ou des seconds rôles superficiels dont les histoires ne servaient que de toile de fond à des récits blancs. Tu as un caractère très fort, Lara. C'est difficile de te caser dans d'autres rôles, disaient agents et réalisateurs, avec un sourire qui masquait les limites de leur propre vision. Lara, ayant retenu la leçon de son professeur qui l'avait humiliée, refusait de se laisser enfermer. Elle connaissait la valeur de son art et l'importance de représenter la complexité et la richesse de l'expérience noire. Mon expérience n'est pas un personnage, c'est une histoire, répondait-elle d'une voix ferme. Ce refus, cependant, avait un prix élevé. Les longues périodes sans travail devinrent fréquentes et la pression financière s'accentua. Sa mère, qui l'avait toujours soutenue, exprimait alors une inquiétude croissante. Ne devrais-tu pas accepter ce qui t'arrive, ma fille? Au moins pour continuer à gagner un peu d'argent. Le doute, une vieille connaissance, tentait de s'insinuer à nouveau dans son esprit. Elle s'interrogea sur ses choix, sur son obstination à ne pas se plier aux normes de l'industrie. Était-elle une idéaliste naïve? C'est dans un de ces moments d'incertitude qu'Lara se souvint des histoires de sa grand-mère, celles de femmes noires qui, contre toute attente, avaient tracé leur propre chemin. Elle décida que si l'industrie ne lui offrait pas les opportunités qu'elle méritait, elle les créerait. Avec l'aide d'amis artistes, elles aussi marginalisées par le système, elle commença à écrire. La pièce, intitulée « Strong Root », était une ode à sa communauté, un récit puissant sur la résilience, la joie et le combat des femmes noires des favelas. Elle investit ses dernières économies dans la production, répétant dans des espaces empruntés et comptant sur la bonne volonté de tous. C'était un acte de foi, un pari sur sa propre voix et la force de son histoire. Et Lara savait que le chemin serait encore plus solitaire et incertain, mais la flamme de l'Oscar, désormais plus qu'une récompense, symbole de son autonomie et de sa capacité à redéfinir le succès, la guida. Elle ne cherchait pas seulement un rôle, elle construisait un héritage, brique par brique, avec la force de ses propres mains et la vérité de sa propre âme. Rêve forte n'était pas qu'une simple pièce, c'était un phénomène. La production indépendante d'Lara, née de la frustration et de la résilience, a connu un succès retentissant auprès de la critique et du public. Les petites salles, autrefois vides, faisaient désormais la queue. Des critiques renommés, qui l'avaient jusque-là ignoré, ont salué son écriture viscérale et son jeu captivant. La pièce, qui racontait l'histoire de sa communauté avec une authenticité brute et touchante, a trouvé un profond écho auprès du public, en particulier auprès de ceux qui se voyaient représentés sur scène pour la première fois. Et Lara, la fille de la favela qui ne correspondait pas tout à fait au profil, a prouvé que l'art véritable transcende les normes et que la vérité, bien dite, est universelle. Le succès de la pièce l'a propulsée vers un niveau de reconnaissance et de respect inédit dans le milieu.
Soudain, les téléphones se sont mis à sonner et les emails se sont accumulés dans sa boîte de réception. C'est par une nuit pluvieuse, après une représentation de « Reste forte » à guichet fermé, qu'Elara a reçu l'appel qui allait changer sa vie. À l'autre bout du fil, la voix de l'un des réalisateurs brésiliens les plus renommés, Marcos Valente, l'invita à auditionner. Il avait vu la pièce et avait été impressionné par sa performance. Elara, qui avait toujours admiré le travail de Valente, en revenait difficilement. L'audition était pour un second rôle dans son prochain grand film, un drame historique sur la lutte pour la justice sociale au Brésil. Elle se prépara avec le même dévouement qu'elle consacrait à tout dans sa vie, s'immergeant dans le personnage, étudiant chaque nuance, chaque émotion. Et elle obtint le rôle. Sa performance dans le film de Marcos Valente fut saluée par la critique et le public. Elara, même dans un second rôle, vola la vedette, apportant au personnage une profondeur et une humanité que peu de gens attendaient. Les portes de l'industrie s'ouvrirent alors grandes. Des offres pour des rôles plus complexes et stimulants commencèrent à affluer, non seulement au Brésil mais aussi à l'international. Elle joua dans des films qui abordaient d'importants problèmes sociaux, choisissant toujours des projets en résonance avec sa propre histoire et ses valeurs. Elara n'était pas seulement une actrice, elle était une conteuse, une militante, une voix pour les sans-voix. L'Oscar, autrefois un rêve lointain, semblait désormais un objectif tangible, une reconnaissance non seulement de son talent, mais aussi de son parcours et de son message. Cependant, le succès s'accompagnait de nouveaux défis. La perte de sa vie privée en était un. Soudain, sa vie privée était sous les projecteurs, chacun de ses pas, chacune de ses relations, chacun de ses choix étant décortiqués par les médias et le public. La pression de maintenir une image parfaite, d'être toujours impeccable, était épuisante. L'envie de ses collègues, autrefois amis, devint également une douloureuse réalité. Elara devait apprendre à naviguer dans ce nouveau monde de gloire et de fortune sans perdre son essence, sans se laisser absorber par les paillettes superficielles d'Hollywood. Elle s'accrochait à ses racines, aux conversations avec sa grand-mère, aux conseils de Monsieur Benedito et aux souvenirs de la jeune fille qui rêvait dans un cinéma improvisé de la favela. L'Oscar était important, certes, mais plus important encore était l'intégrité de son art et la vérité de son histoire. Elle savait que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans le fait de tenir la statuette en or, mais dans le fait de rester fidèle à elle-même, à chaque étape du chemin. L'apogée de la carrière d'Elara fut l'invitation à jouer le rôle principal dans « A Voz da Liberdade », un film biographique sur Carolina de Jesus, l'une des écrivaines et militantes noires les plus importantes du Brésil. Ce fut le rôle d'une vie, l'occasion de donner la parole à une femme qui, comme elle, avait surmonté l'adversité pour laisser un héritage inestimable. Elara s'est plongée dans le personnage avec une intensité débordante, étudiant chaque détail de la vie de Carolina, lisant ses journaux intimes et visitant les lieux où elle a vécu. Elle s'y est investie corps et âme, ressentant un lien profond avec l'histoire et le combat de Carolina. Cependant, la production de « A Voz da Liberdade » fut un parcours semé d'embûches. Des problèmes de financement menaçaient de bloquer le projet, et les conflits sur le plateau, alimentés par les égos et les pressions de l'industrie, créèrent une atmosphère tendue. Elara, avec son leadership naturel et sa passion inébranlable, devint la force motrice qui permit au projet de perdurer. Elle usait de son influence pour attirer des investisseurs, arbitrait les conflits au sein de l'équipe et inspirait tout le monde par son dévouement. Elle savait que le film était plus qu'une œuvre d'art, c'était une déclaration, un cri de résistance qui devait être entendu. Lorsque le tournage s'achevait et que le film était en post-production, un scandale personnel menaçait de détruire tout ce qu'Elara avait construit. Un ancien camarade de classe, poussé par la jalousie et le ressentiment, divulgua à la presse des histoires déformées et calomnieuses sur le passé d'Elara, tentant de ternir sa réputation et l'image du film. La presse à scandale se précipita sur l'information, et Elara se retrouva au centre d'une tempête d'accusations et de jugements. La pression était immense, et la possibilité que le film, son chef-d'œuvre, soit entaché de mensonges était insupportable. Mais Elara ne céda pas. Avec le même courage qui l'animait depuis son enfance, elle affronta les médias et l'opinion publique. Lors d'une conférence de presse émouvante, elle a parlé ouvertement de ses humbles débuts, des défis qu'elle a rencontrés et de l'importance de ne pas laisser les préjugés et l'envie définir qui nous sommes. Elle a défendu son travail, son intégrité et le message de « La voix de la liberté ». Son honnêteté et sa force ont fait taire les critiques et gagné le soutien du public et de l'industrie.
Le scandale, loin de la détruire, l'a renforcée, révélant au monde la véritable essence d'Elara Mendes, une femme inébranlable dont la vérité était plus puissante que n'importe quel mensonge. Et la première du film, La Voix de la Liberté, a été saluée par tous. La performance d'Elara a été décrite comme transcendante, puissante et l'une des plus grandes performances de la décennie. Les ventes au box-office ont explosé et le film est devenu un monument culturel. Des mois plus tard, la nouvelle qu'Elara attendait depuis toujours est enfin arrivée, elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Ce rêve, qui semblait si lointain dans le petit cinéma de la favela, était désormais à sa portée. Cette nomination était non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi la consécration d'une vie de lutte, de sacrifice et de persévérance. Elle prouvait que la voix de cette fille de la favela, autrefois réduite au silence, résonnait désormais dans le monde entier, prête à entrer dans l'histoire. La soirée des Oscars arriva, un tourbillon de lumière, d'éclat et d'émotion. Elara Mendes, resplendissante dans une robe célébrant ses racines et son élégance, foula le tapis rouge, acclamée par ses fans et les journalistes. Mais derrière le glamour, son cœur battait à un rythme différent, un mélange de nervosité et de profonde gratitude. Elle se souvenait de la jeune fille qui regardait des films sur une vieille télévision dans la favela, rêvant de ce moment. Chaque pas était un hommage à sa mère, à sa grand-mère, à Monsieur Benedito, à tous ceux qui croyaient en elle et à tous ceux qui doutaient d'elle. Dans la salle, la tension était palpable. À l'ouverture de l'enveloppe contenant le prix de la meilleure actrice, le monde sembla s'arrêter. Et l'Oscar revient à Elara Mendes, pour La Voix de la Liberté. Le cri de joie qui résonna dans la salle fut couvert par un tonnerre d'applaudissements. Elara monta sur scène, les yeux embués de larmes, la statuette dorée pesant lourdement dans ses mains, symbole d'une vie de lutte et de triomphe. Dans son discours, elle ne se contenta pas de parler d'elle-même. La voix étranglée par l'émotion, mais ferme dans ses convictions, elle a rendu hommage à sa famille, à sa communauté, aux femmes noires qui l'ont précédée et ont ouvert la voie, et à celles qui lui succéderaient. Elle a évoqué l'importance de rêver, de ne jamais abandonner, d'utiliser l'art comme outil de transformation et de donner la parole à celles qui ont été réduites au silence. Cet Oscar n'est pas seulement le mien, a-t-elle déclaré en brandissant la statuette, il appartient à toutes les filles noires qui rêvent dans un monde qui essaie de leur interdire l'accès. C'est la preuve que nos histoires comptent, que nos voix comptent et que nos rêves sont valables. L'Oscar d'Elara Mendes n'était pas qu'une récompense, c'était une étape importante. Elle est devenue une icône mondiale, une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Sa victoire a ouvert des portes et a fait tomber les barrières dans l'industrie cinématographique, ouvrant la voie à une plus grande diversité et à une plus grande inclusion. Elara a mis à profit sa notoriété non seulement pour continuer à interpréter des rôles stimulants et significatifs, mais aussi pour fonder une organisation qui soutient les jeunes artistes issus de communautés défavorisées en leur offrant des bourses, du mentorat et des opportunités. Elle est revenue dans sa favela, non pas comme une célébrité lointaine, mais comme la même Elara, la jeune fille qui n'a jamais oublié ses racines. Elle a ouvert un centre culturel, un espace où enfants et jeunes pouvaient s'initier à l'art, au cinéma et au théâtre, un lieu où de nouveaux rêves pouvaient éclore. L'héritage d'Elara Mendes a transcendé le cinéma. Elle a prouvé que l'art a le pouvoir de guérir, d'éduquer et de transformer. Sa vie a été la preuve vivante qu'avec de la résilience, de la passion et une confiance en soi inébranlable, il est possible de surmonter toutes les épreuves et de réaliser les rêves les plus audacieux. Celle qui était autrefois réduite au silence par les préjugés était désormais une voix puissante, une reine à part entière, dont le rayonnement a illuminé le chemin vers un avenir plus juste et plus inspirant pour tous.